Bonjour à tous et bienvenue pour cette présentation sur le processus d'évaluation et les principaux critères d'évaluation pour cet appel à projet de capitalisation. Comme nous le voyons sur ce premier slide, les principales caractéristiques de cet appel à capitalisation sont héritées du premier appel standard lancé par le programme. Certes, il y a quelques nouveautés qui seront soulignées sur cette présentation en rouge. Comme vous pouvez l'observer, le dépôt des projets se fait en une seule étape. Les projets doivent être entièrement rédigés et soumis en ligne, uniquement en français ou en anglais, ce qui veut dire que des propositions rédigées partiellement en français ou partiellement en anglais ne sont pas acceptables. Et bien entendu, les propositions doivent être soumises avant la date limite de l'appel à capitalisation, comme il est logique. Une des nouveautés de cet appel, c'est que l'évaluation se fera en une seule étape, au lieu de deux étapes lors des appels précédents. Pour diviser cette étape unique en différentes phases, nous retrouvons sur ce slide les points A, B et C. Le premier point, c'est le contrôle administratif. Donc là, le programme va vérifier que les propositions remplissent un certain nombre de critères administratifs que nous allons voir dans les prochains slides. Pour les projets qui auront la chance, ou plutôt qui auront fait le bon travail et qui passeront le contrôle administratif, leurs projets vont être évalués du point de vue de la qualité. À ce niveau, il y a 6 sections pour le contrôle de la qualité de vos projets. Ces sections sont la pertinence, la qualité de la conception, la capacité opérationnelle et financière, l'efficacité, la durabilité et enfin le rapport coût-efficacité ou encore l'efficience de votre projet. Pour ceux qui passeront et le contrôle administratif et l'évaluation qualitative, il y aura la vérification de l'éligibilité du demandeur et des organisations partenaires. Ensuite, pour terminer le processus, il y aura une réunion du comité de sélection des projets qui se réunira pour établir la liste des projets qui seront recommandés pour l'approbation et le financement par le comité de suivi conjoint qui est l'organe décisionnel ultime du programme IEVP CTF MED. Donc voilà pour le résumé de l'essentiel du processus d'évaluation. Nous allons voir maintenant sur le slide suivant. Nous voyons les trois sous-étapes pour les trois phases de l'étape unique, contrôle administratif, évaluation qualitative et vérification de l'éligibilité. Mais cette fois-ci, nous avons un élément nouveau, nous avons les scores qui sont associés aux 6 sections de l'évaluation qualitative. Vous pouvez observer qu'il y aura 20 points maximum à prendre pour la pertinence, pour la qualité de la conception, pour la capacité opérationnelle et financière, ainsi que pour l'efficacité. Par contre, il y aura 15 points en jeu pour la durabilité et pour le rapport coût-efficacité, c'est-à-dire l'efficience. Comme grande nouveauté de cet appel, vous observez également en rouge sur le slide que le seuil minimum pour que le projet puisse être proposé pour le financement est de 80 points sur 110. Vous remarquez également qu'il n'y a plus de seuil au niveau des sections individuelles. Il n'y a plus de seuil pour la pertinence, il n'y a plus de seuil pour la qualité de la conception et il n'y a plus de seuil non plus pour la capacité opérationnelle et financière. Donc, grande nouveauté, un seul seuil, 80 points sur 110 minimum pour pouvoir être financé. Et enfin, pour les projets qui accéderont à la vérification de l'éligibilité, des copies physiques de certains documents seront demandées aux demandeurs principaux. Nous allons le voir sur le slide final de cette présentation.
Sur ce slide, nous voyons de nouveau le processus d'évaluation en bref, avec les différentes phases résumées. Tout d'abord, nous voyons que l'autorité de gestion entend recevoir entre 150 et 250 propositions approximativement. Bien entendu, la première phase, c'était la publication de l'appel le 6 mai dernier. Et maintenant, nous sommes dans la phase de dépôt des formulaires de candidature. Donc, nous attendons le dépôt de vos formulaires. Une fois les formulaires déposés, il y aura le contrôle administratif. Ensuite, la soumission de vos pièces justificatives et bien entendu la vérification de cette pièce justificative. Il y aura l'évaluation de la qualité de vos propositions, la réunion du comité de sélection des projets que j'ai mentionné ci-avant, et avant la décision finale du comité de suivi du programme, il y aura la consultation de la Commission européenne. Vous voyez donc, même si sur le slide nous avons indiqué étape 1, il s'agit en réalité d'une étape unique pour l'évaluation. Nous entendons approuver environ 18 projets sur cet appel à capitalisation, par une décision de financement qui sera prise par le comité de suivi et environ 10 mois après le lancement de l'appel à proposition, c'est-à-dire 10 mois environ après le 6 mai 2020. Nous allons continuer la présentation avec la première phase de l'étape unique d'évaluation, c'est le contrôle administratif. Alors, le contrôle administratif est beaucoup plus important qu'il ne le paraît à première vue, car systématiquement, appel après appel, certains projets échouent pour des motifs administratifs, ce qui est fortement dommage évidemment, puisque de bons projets pourraient ne pas être évalués simplement parce qu'ils n'ont pas rempli correctement des documents ou ils n'ont pas envoyé les documents corrects sur le formulaire de candidature en ligne. Donc c'est vraiment dommage. Voyons les principaux aspects du contrôle administratif qui correspondent aux principaux documents ou aux principales sections du formulaire que vous devez remplir. Tout d'abord, il y a la déclaration du demandeur et il y a ensuite les déclarations individuelles des partenaires. Vous pouvez voir sur le slide et entouré en bleu les 3 choses que le programme va vérifier de plus près pour ces 2 types de déclarations. Nous allons vérifier que les documents sont datés, que les documents sont rédigés sur du papier à en-tête ou qu'ils contiennent le tampon de votre organisation. Et surtout, nous allons vérifier que les documents sont signés. Un document non signé serait évidemment un document non acceptable. Ensuite, si c'est le cas pour votre partenariat, les organisations internationales devront remplir un document spécifique, une déclaration spécifique pour organisation internationale. Et ce, en plus de l'obligation de remplir la déclaration du partenaire. Donc, il est bien clair que ce type d'organisation doit remplir et charger sur le formulaire en ligne 2 documents. Ensuite, nous avons un autre document qui est très important, car si ce document n'est pas chargé sur le formulaire en ligne et vous avez des partenaires associés, vous ne pourrez pas déposer la proposition, dans le sens où le système en ligne vous empêchera de déposer la proposition. Donc, si vous avez des associés, vous devez obligatoirement remplir la déclaration d'associés avec tous les éléments que l'on a cités avant pour les partenaires qui restent valables, signature, date, tampon ou papier en tête, et la charger sur l'application en ligne. Et à chaque partenaire associé doit correspondre une déclaration d'associé. Sinon, je rappelle, impossible d'envoyer la proposition. Évidemment, ce serait très dommage d'échouer pour un détail aussi peu fondamental, disons. Voyons la seconde partie du contrôle administratif. Donc, après ces documents qui sont des déclarations des différentes entités qui participent au projet, nous avons 3 documents spécifiques.
le calcul des coûts administratifs qui doit être rempli pour le demandeur et pour les partenaires est chargé sur l'application en ligne. Nous avons la déclaration des aides d'État qui doit également être complétée pour le demandeur et pour les partenaires et chargée sur le site en ligne. Et finalement, nous avons la section sur la capacité financière qui n'est pas un document mais qui est une section directement, une section du système en ligne et que vous devez remplir tant pour le demandeur que pour les partenaires. Tout en sachant, et nous allons le voir plus tard, que les demandeurs et partenaires publics ne doivent pas remplir la section de la capacité financière. Bon, nous allons le voir lors du dernier slide. Et finalement, toujours pour le contrôle administratif, nous allons vérifier que les projets ont bien rempli la partie sur le contrôle environnemental, qui réellement n'est pas une partie difficile ni qui vous prendra beaucoup de temps. Pour la majorité des projets, il suffira de répondre à une série de questions, entre 5 et 10 questions, plus ou moins, donc un effort réellement modeste. Notez que seules les propositions qui se présentent sous les priorités 1.1, 1.2, 1.3, 4.1, 4.2 et 4.3 et 4.4, c'est-à-dire toutes les priorités de l'objectif thématique 1 et l'objectif thématique 4, seules les priorités de ces deux objectifs thématiques doivent remplir la section contrôle environnemental. Et voilà tout pour le contrôle administratif. Pour les projets ayant passé le contrôle administratif, il y aura l'évaluation qualitative de leurs propositions. Alors, il faut tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet et avant de voir les différentes sections qui composent l'évaluation qualitative, il convient de rappeler que l'évaluation qualitative se fait en externe. Elle est faite par des évaluateurs indépendants qui ne se connaissent pas et qui travaillent à distance de façon tout à fait transparente. Chaque évaluateur, donc chaque proposition, est évaluée par 2 évaluateurs. Pour tous les critères que nous allons voir dans les slides à venir, chaque évaluateur donne un score entre 1 et 5 points. 1 étant la note correspondante à une description pauvre dans le formulaire en ligne, et 5 étant la note correspondant à une description optimale dans le formulaire en ligne. Pour chaque critère, les 2 évaluateurs donnent un score, et le score final attribué au projet est la moyenne arithmétique de ces 2 scores octroyés par chaque évaluateur. Donc vous pouvez voir un processus le plus transparent possible. Et bien voilà, maintenant nous allons voir les 6 sections qui composent l'évaluation qualitative l'une après l'autre en abordant les différents critères de chaque section. La première section, il s'agit de la pertinence avec un maximum de 20 points en jeu. Vous pouvez voir que pour cette section, il y a 4 critères et le premier critère, c'est la cohérence avec le programme. À ce niveau, le programme va vérifier que les propositions ont une véritable valeur ajoutée transfrontalière. Transfrontalière sur notre programme veut dire un véritable impact, une véritable valeur ajoutée au niveau du bassin maritime. Nous allons également vérifier que les projets ont pris en compte 2 aspects transversaux de notre programme: le renforcement des capacités institutionnelles et la coopération interculturelle. Donc, ces éléments transversaux doivent apparaître dans la proposition. Alors, un élément qui est valable pour ce critère et pour tous les critères que vous allez voir dans les slides suivants, c'est que tous les éléments et tous les sous-éléments doivent apparaître dans la proposition le plus explicitement possible.
ça aidera énormément votre proposition à pouvoir recevoir un meilleur score. Nous avons ensuite, toujours pour la pertinence, le critère 1.2, la définition de vos groupes cibles. Alors tous les critères sont importants, mais s'il y a un critère qui est probablement plus important que tous les autres, on pourrait dire que groupe cible est certainement l'un d'entre eux, voire même le plus important. Il s'agit ici de nous dire qui sont les groupes cibles de votre projet, de nous dire la quantité de groupes cibles que vous allez aborder et bien entendu de nous dire quels besoins ont vos groupes cibles. Car c'est l'essence d'un projet de coopération, en tout cas sur notre programme. Pour qu'il y ait un bon projet, il faut qu'il y ait un besoin à aborder et il faut qu'il y ait une solution à ces besoins. S'il n'y a pas une bonne définition des groupes cibles et des besoins des groupes cibles, on pourrait dire qu'il n'y a pratiquement pas de chance d'être approuvé pour le projet. En tout cas, c'est très difficile. Sur le critère numéro 1.3, nous allons tout simplement vérifier, donc j'entends bien, les évaluateurs externes vont vérifier que le projet est innovant, qu'il apporte des solutions nouvelles et innovantes. Pour qui? Pour les bénéficiaires finaux du projet, évidemment. Nous allons également vérifier dans quelle mesure la proposition aura un impact positif sur ces bénéficiaires finaux qu'il convient d'identifier. Il convient aussi de ne pas confondre les groupes cibles et les bénéficiaires finaux qui sont bien deux catégories qui bénéficient du projet, mais qui sont deux catégories différentes. Donc il convient de bien les différencier. Le critère 1.4, synergie, eh bien, vous le savez si vous avez participé aux appels précédents, les synergies sont toujours importantes sur notre programme et elles le sont plus encore pour un appel à capitalisation, bien sûr. Il s'agit de nous dire quelle synergie, quel programme, quelles initiatives, quels projets vous avez identifiés comme principalement synergétiques avec votre proposition. Mais il ne s'agit pas seulement de nous dire lesquels, de les citer, mais de dire comment vous allez utiliser leur contenu, leur réalisation, leurs résultats dans le cadre du projet pour maximiser les résultats que vous avez choisis comme base de votre projet de capitalisation. Et voilà pour la première section, la section pertinence. Nous avons ensuite la deuxième section, la qualité de la conception, c'est-à-dire comment votre projet a été conçu, avec un score maximal également de 20 points. 4 critères également pour cette section. Le critère 2.1, nous allons vérifier la consistance entre les réalisations prévues par votre projet, les fameux outputs en anglais, et les besoins de vos groupes cibles. Donc il faut qu'il soit consistant évidemment avec les besoins de votre groupe cible. Et là, je souligne le fait que si vous avez mal défini les groupes cibles sur le critère 1.2, vos chances d'obtenir un bon score sur le critère 2.1 sont très faibles. D'où l'importance presque extrême pour approuver un projet de bien définir les groupes cibles. Critère 2.2, on va vérifier la contribution au résultat des différentes réalisations ou outputs que le projet propose et leur contribution à l'impact souhaité. Nous allons vérifier également que le calendrier pour la livraison des différentes réalisations soit logique et soit réaliste. Et enfin, un élément que vous voyez également dans le cadre, dans le tableau de point 2, on va vérifier si les conditions externes et les risques potentiels qui pourraient limiter la bonne mise en œuvre de votre projet ont été identifiés. Et là, c'est un élément qui, parfois dans les propositions, est oublié. Donc, je vous invite à ne pas le faire. Et évidemment, c'est important, comme tous les points qui apparaissent sur ces slides. Ensuite, nous avons le critère 2.3. Et là, les évaluateurs vont vérifier que les indicateurs de résultats que vous avez
choisis parmi ceux que le programme offre ont été bien quantifiés. Et en parlant de quantification, ce que le programme entend, c'est d'obtenir des indicateurs quantifiés de façon réaliste. Et donc, je veux dire par là qu'on ne veut pas des quantifications optimistes ou extrêmement optimistes qui prétendent à elles seules ou qui prétendent qu'un seul projet va atteindre les indicateurs globaux du programme. Enfin, 2.4, vous devez nous dire comment les partenaires sont compétents. Parce qu'il s'agit évidemment d'avoir un bon projet, de bonne réalisation, de bien contribuer au résultat. Et pour cela, il faut avoir les partenaires adéquats. Et je souligne ici que sur le formulaire de déclaration en ligne, il y a une section compétences pour chaque partenaire et que cette section doit être remplie. Sinon, là aussi, ça a un impact négatif très fort sur tout le processus d'évaluation et pas uniquement sur le point 2.4. On a vu malheureusement par le passé des projets qui ont oublié de remplir la section compétences des partenaires et donc il est très difficile après pour les évaluateurs d'estimer si le partenariat pourra mener à bien les résultats qu'il a promis. C'est très difficile. Donc, à souligner également l'importance de ce critère 2.4. Nous arrivons maintenant au troisième bloc, troisième section de l'évaluation qualitative, avec la vérification de la capacité opérationnelle et financière des projets, des propositions. Là encore, un maximum de 20 points sont en jeu. De nouveau, 4 critères. Comme vous pouvez l'observer, le critère 3.1, nous allons vérifier si les rôles et les tâches des différents membres du partenariat, demandeurs et partenaires, sont distribués de façon claire et surtout active. Car ce que le programme ne veut pas, ce sont des partenariats où l'essentiel du travail est fait par le demandeur ou par un ou deux partenaires. Nous voulons que tous les partenaires inclus dans les partenariats aient une fonction réelle et une contribution réelle au résultat du projet. Pour le 3.2, et le 3.2 est en lien avec le critère 2.4 que nous avons vu sur le slide précédent. Vous nous avez dit sur le 2.4 comment les différents partenaires sont compétents. Nous allons vérifier maintenant si cette compétence, si leur expertise sont complémentaires au niveau du partenariat. Car ils pourraient être très compétents au niveau individuel, mais la somme de ces compétences pourrait ne pas fonctionner. Et c'est justement ça qu'on va regarder ici sur le 3.2, la complémentarité entre ces compétences et expertise. Au critère 3.3, les évaluateurs vont regarder si les partenariats ont les capacités adéquates pour mener à bien les activités, pour obtenir les réalisations du projet. Par là, on veut dire essentiellement le personnel, mais tout autre critère que les partenaires doivent remplir justement pour mener à bien ces activités. Enfin, 3.4, il s'agit de la capacité financière proprement dit. Là, nous allons regarder si le partenariat a les capacités, les ressources financières adéquates pour assurer les besoins de trésorerie du projet qui tôt ou tard vont apparaître, puisque vous savez que même si le programme est un des plus généreux qui soit, puisque nous avons un préfinancement important, mais nous ne préfinançons pas 100% de la contribution IEV, donc à un certain moment, il y a des montants à avancer, et c'est ce que les évaluateurs externes vont vérifier sur le 3.4, la capacité financière des différents partenaires à gérer ces flux de trésorerie tout au long de la durée du projet. Et voilà pour le groupe 3, pour la section 3, capacité opérationnelle et financière. Nous sommes presque à la moitié nous sommes à la moitié de cette évaluation qualitative. Donc, nous allons voir maintenant la 4e section,
toujours sur 20 points, et cette section aborde l'efficacité. L'efficacité qui évidemment est fortement liée à la méthodologie choisie par le projet. D'ailleurs, le critère 4.1 va évaluer la méthodologie du projet. Mais au 4.1, on va vérifier la méthodologie de la gestion. Donc le système de gestion mis en place par le partenariat pour assurer une bonne coordination, une bonne gestion financière, pour assurer un bon suivi, pour assurer une bonne évaluation en interne de l'avancement, des progrès du projet. Donc là, c'est ce qui va être vérifié au 4.1, et je crois que c'est un critère sur lequel vous devriez tous obtenir un score très élevé, car il s'agit simplement de définir un bon système de gestion. Ensuite, 4.2, toujours un aspect important de la méthodologie. Vous allez nous dire où on va vérifier si les indicateurs que vous avez définis ont été quantifiés de façon réaliste. Réaliste par rapport aux activités et réaliste par rapport au territoire concerné et au groupe cible. Enfin, 4.3, et avant d'aborder la communication, au 4.3, nous allons vérifier si la méthodologie, si le plan d'action est logique, c'est-à-dire s'il est bien séquencé, s'il est réalisable et s'il est réaliste. Donc on va regarder là le plan d'action et le calendrier du plan d'action. La communication, c'est le critère 4.4, c'est toujours important sur nos appels. Évidemment, sur un appel à capitalisation où la communication, la diffusion, la dissémination des résultats est un des aspects clés de l'appel, ce critère est encore plus important qu'à l'habitude. Donc là, il s'agit de nous dire quelle stratégie de communication vous avez définie dans l'optique de sensibiliser d'une part le grand public, mais aussi, et on revient toujours vers les groupes cibles. Rappelez-vous, mauvaise définition des groupes cibles, pratiquement impossible d'approuver un projet. Nous voulons que cette stratégie de communication soit la plus efficace possible et, comme vous pouvez le voir, entre parenthèses, également du point de vue financier. Donc nous voulons que les outils de communication proposés soient des outils rationnels du point de vue des dépenses. Voilà pour la section 4. Nous allons voir maintenant la section 5 qui correspond à la durabilité. Alors pour la durabilité du projet, il y a un maximum de 15 points en jeu et 3 critères. Le premier critère, les effets multiplicateurs. Alors on va voir comment le projet nous a parlé des effets multiplicateurs que les résultats du projet pourraient avoir, tant au niveau local, régional, national ou au niveau du bassin maritime, et quelles sont les actions pour transférer et capitaliser les résultats et si ces actions sont efficaces. Au niveau du critère 5.2, on va vérifier ce qui va se passer après la fin de la vie du projet, au niveau financier, au niveau institutionnel, au niveau des politiques et le cas échéant, car tous les projets n'ont pas un impact environnemental, au niveau environnemental. Donc il s'agit de nous dire qu'est-ce qui va se passer avec les résultats, avec les réalisations du projet à ces différents niveaux, une fois que le projet ne recevra plus de financement IEV. On entend évidemment qu'il doit y avoir une continuité des résultats et des réalisations après la durée de vie du projet. Enfin, 5.3, et ce que j'ai dit pour la communication est valable ici également, l'impact sur les politiques est toujours important, c'était très important lors de l'appel stratégique et lors de l'appel à capitalisation où on veut maximiser justement l'impact sur les politiques des différents résultats identifiés comme capitalisables par les propositions, l'impact sur les politiques, l'impact sur les preneurs de décision et l'impact sur les différentes
politiques publiques, au niveau des changements induits sur ces politiques publiques, ne peut être que de la plus grande importance. Donc ici aussi on souligne un critère particulièrement important pour cet appel. Et voilà pour la section sur la durabilité, qui est une section plus courte, mais qui traditionnellement est assez difficile à remplir pour par les différents partenariats, par les différents demandeurs. Donc c'est une section qui représente un certain défi, mais évidemment ces trois critères sont très importants pour l'approbation du projet. Et nous allons voir maintenant la sixième et dernière section de l'évaluation qualitative. Il s'agit du rapport coût-efficacité-efficience avec un maximum de 15 points. Alors ici, on va regarder principalement votre budget et votre plan financier avec trois critères. Sur le critère 6.1, on va vérifier comment se comporte le budget que vous avez promis au niveau des groupes de tâches. Alors, vous savez qu'il y a un groupe de tâches obligatoire pour la gestion, un autre pour la communication, et ensuite, vous avez des groupes de tâches techniques. Donc, on entend que cette distribution soit la plus cohérente possible, cohérente en fonction des réalisations et des activités associées à ces différents groupes de tâches. Ce ne serait pas réaliste d'avoir un groupe de tâches gestion qui occupe la partie la plus grande du budget, on ne pourrait pas non plus considérer réaliste un budget où un groupe de tâches est secondaire du point de vue de l'impact sur les résultats, mais a de loin la plus grosse proportion financière. Donc ce serait des choses un petit peu incohérentes. Ensuite, vous devez vous assurer que tous les coûts que vous allez inclure dans votre proposition de budget sont réels, nécessaires et justifiés. Et j'insiste bien sur le mot justifié, car si des éléments plus ou moins importants sont remarqués par les évaluateurs et ne sont pas justifiés, ce manque de justification va vous pénaliser au niveau du 6.1. Donc, disons que le plus de justification possible au niveau des coûts, eh bien, ça devrait favoriser dans tous les cas l'évaluation de ce critère. Nous avons ensuite le critère 6.2, les résultats attendus, où là, basiquement, ce que les évaluateurs vont faire, c'est vérifier si votre budget est efficient par rapport aux activités, par rapport aux réalisations prévues. Donc, il faut qu'il y ait un rapport entre réalisation et budget qui soit cohérent. Et enfin, nous arrivons au dernier critère de cette section et au dernier critère de l'évaluation qualitative. Nous allons vérifier les quelques éléments du budget qui n'ont pas encore été vérifiés finalement dans les sections précédentes. Nous allons regarder si le budget est distribué de façon logique entre les différents partenaires. Vous savez que l'on veut que les partenaires aient tous un rôle actif dans les propositions, et bien sûr leur budget devra être en relation avec l'importance de leur rôle. Nous allons également vérifier la distribution du budget tout au long de la durée de vie du projet. Donc si vous avez choisi 24 mois, eh bien comment le budget est réparti sur ces 24 mois. Et là aussi, nous voulons que ce soit le plus réaliste possible. Il ne s'agit pas de nous dire que toutes les dépenses vont intervenir lors du premier semestre ou que tout est prévu pour le dernier semestre. Il faut un certain équilibre, bien entendu. Et enfin, nous allons vérifier également ici que les ressources nécessaires en trésorerie sont disponibles. Pour cela, il y a un élément fondamental du formulaire de déclaration, du formulaire de candidature en ligne à remplir, qui s'appelle le plan financier. Alors, le plan financier, lors des derniers appels à projets, a parfois été mal compris ou il n'a pas été rempli sur le formulaire. Donc, si vous ne remplissez pas le plan financier sur le formulaire, vous pouvez quand même déposer la candidature, mais le critère 6.3, voire même d'autres critères, ne pourront pas être évalués de la meilleure façon possible et nécessairement vous allez laisser des points importants en jeu. Donc là, je vous invite, et c'est très important,
à remplir correctement le plan financier sur le formulaire en ligne. Donc voilà, nous avons vu les 6 sections, depuis la pertinence jusqu'au rapport coût-efficacité. Et je rappelle que tous les éléments qui sont sur ces slides doivent être répondus de façon explicite dans la proposition. Ne faites pas ou n'obligez pas les évaluateurs à chercher les réponses. Nous ne voulons pas des projets cryptés, mais des projets les plus explicites possibles. Et enfin, pour ceux d'entre vous qui auront la chance de passer le contrôle administratif, de passer le contrôle de qualité et d'obtenir plus de 80 points sur 110, vos propositions vont participer à la vérification de l'éligibilité. Pour ce, et sur demande de l'autorité de gestion, les bénéficiaires principaux, ou les demandeurs principaux, excusez-moi, devront soumettre, envoyer à l'autorité de gestion une série de documents physiques. Le premier document qui sera sollicité par l'autorité de gestion, ce seront les statuts ou articles d'association du demandeur et des organisations partenaires qui permettront à l'autorité de gestion de vérifier que les statuts déclarés par les différents partenaires lors de la soumission sont corrects. Donc qu'ils sont bien appuyés, bien vérifiés par le statut, par les documents légaux. C'est important de souligner que cette demande est en lien avec la section sur la capacité financière du formulaire en ligne, puisque les entités publiques ou les entités de droit public ou organisations internationales ne doivent pas remplir les données pour la capacité financière. Et donc, si vous avez dit lors de la soumission que vous étiez une entité de droit public, il faut évidemment que lors de la vérification de vos statuts légaux, ce statut d'entité de droit public soit confirmé. Ensuite, on va demander la composition du conseil d'administration ou tout autre document permettant de démontrer que la personne ayant engagé le partenaire, le demandeur, lors de la soumission, en remplissant et en signant la déclaration de partenaire ou de demandeur, était effectivement qualifié, habilité et autorisé à engager l'organisation. Donc là, on va vérifier que cette personne, dans les documents que vous allez soumettre, était effectivement autorisée à engager votre organisation. Ensuite, nous allons demander la convention de partenariat qui devra être signée par le demandeur et par tous les partenaires. Vous pouvez trouver ce document, donc un modèle de convention de partenariat, est déjà disponible sur le site en ligne à la section de l'appel à capitalisation. Vous pouvez le télécharger et bien entendu commencer à le lire et à le faire circuler entre les différents partenaires. Enfin et finalement, nous allons demander un rapport d'audit externe certifiant les comptes annuels du demandeur et des organisations partenaires pour les 2 derniers exercices financiers disponibles. Et ce, vous voyez l'astérisque, et ce uniquement pour les demandeurs qui ne sont pas des administrations publiques, des organismes de droit public ou des organisations internationales. Disons que celles-ci sont dispensées de fournir les rapports d'audit externe puisqu'elles obtiennent directement le feu vert au niveau de la capacité financière. Voilà, donc nous avons fait le tour de l'évaluation, du processus d'évaluation. Pour des questions sur d'autres éléments qui apparaissent dans cette proposition, mais qui ne sont pas centraux, comme les éléments sur le budget ou sur le formulaire de demande, je vous invite à consulter ces présentations qui sont également disponibles sur le site web. Je vous remercie à tous et je vous souhaite beaucoup de chance pour cet appel et pour vos propositions. Merci beaucoup à tous.